Nous avions ce matin la commission mixte paritaire donc sur l'examen de ce texte narcotrafic. J'étais dans une position très particulière puisque la France Insoumise et j'étais le seul représentant à être contre ce texte puisqu'il comporte des dispositions qui sont des dispositions extrêmement problématiques sur le plan en particulier des libertés publiques. Il y a eu des gros débats en particulier sur l'amendement qui avait été ajouté par M. Darmanin sur ces prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants. On a refait une partie des débats qu'on a pu avoir à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, le texte est globalement resté dans l'état dans lequel il était au sortir de l'Assemblée nationale. Sur la question du dossier Coffre, qui est un des éléments un peu centraux du texte, il a été globalement, pour être parfaitement honnête, vidé de sa substance, ce qui est bien la preuve qu'au fur et à mesure des discussions, tout le monde s'est rendu compte que c'était un peu une usine à gaz que ce dossier Coffre. Il reste des dispositions qui sont très problématiques, notamment sur la question de l'accès aux horaires d'installation des techniques spéciales d'enquête. Bon voilà, il est globalement vidé de sa substance, mais il reste des éléments qui sont des éléments problématiques. Et puis, sur le dispositif des repentis, j'ai été assez satisfait de voir que ce sur quoi nous avions pesé à l'Assemblée nationale, en particulier avec le groupe Insoumis, c'est-à-dire essayer d'avoir un dispositif qui soit assez ambitieux, a été maintenu dans le texte. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Néanmoins, compte tenu de l'ensemble des éléments qui restent à l'intérieur de ce texte qui sont très, très compliqués pour les libertés publiques, la France Insoumise ne pourra pas adopter ce texte à l'Assemblée nationale. Nous voterons contre. Nous serons peut-être un petit peu seuls, mais au moins il sera marqué qu'il y a une force politique qui préfère défendre les libertés publiques, alerter sur les risques qui sont posés. J'ai senti les sénateurs aussi un peu inquiets vis-à-vis de l'installation de ces nouvelles prisons de haute sécurité. Je rappelle qu'elles font peser des risques corruptifs sur les agents, des risques de sécurité sur les agents. Et puis, je m'amuse quand même d'une chose, c'est à la demande du groupe Insoumis que je représentais ma foi tout seul, que le mot corruption a été réintroduit à l'intérieur de ce texte, puisqu'il était proposé dans un titre de supprimer le mot corruption. J'ai dit que c'était quand même un peu grossier, qu'il n'y ait plus rien qui concerne la corruption, ne serait-ce que dans le titre, sur ce sujet, parce que c'est un des sujets majeurs qu'on a pointé dans le rapport sur le narcotrafic avec mon collègue Mendes. Et ma foi, que le mot soit absent d'un titre même de la loi, ça me semblait un petit peu problématique. Vous allez continuer le combat là en votant contre, mais après, est-ce que vous allez continuer d'une autre manière ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a en réalité un grand absent, et ça a été rappelé dans les interventions liminaires. Il y a un absent qui est la question de la prévention. Moi, toutes les auditions que j'ai faites sur le sujet de la lutte contre le narcotrafic, tout le monde, vraiment sans exception, m'a dit on n'arrivera pas à arrêter le narcotrafic si on ne traite pas la question de la consommation. Je rappelle que pour mettre un coup définitif aux narcotrafiquants, il faudrait être capable de saisir 82% de la marchandise, au-delà de 82% de la marchandise qui rentre sur le territoire national. On en est très loin et compte tenu du fait qu'il y a encore de la drogue qui est en circulation, on n'arrive pas à stopper l'offre. Donc si on n'arrive pas à stopper l'offre, ce qu'on peut faire pour lutter contre les gens qui fournissent cette offre, c'est lutter contre la demande. Et pour ça, prévention pour éviter l'entrée dans la consommation, prévention pour faire baisser la consommation des gens qui sont déjà consommateurs, et puis lutte contre la dépendance par des politiques de soins. Voilà comment on lutte efficacement contre le narcotrafic. C'est ce que nous proposions avec le rapport que nous avons signé avec M. Mendes. J'ai abordé, je ne pouvais pas ne pas le faire, la question de la légalisation du cannabis, qui me semble être aussi une méthode de faire sortir de l'argent des mains des trafiquants, et plutôt que cet argent soit dans les mains des trafiquants, qu'il entre dans les mains de l'État pour faire des politiques de prévention, qu'on libère les moyens de police et de justice pour faire en sorte que, là encore, on concentre les moyens sur le haut du spectre, c'est-à-dire sur les grands narcotrafiquants. C'était clairement pas le cadre de la CMP pour essayer de faire modifier la loi sur ce sujet, mais ma foi, j'ai pas résisté à l'envie de le dire. Je signale quand même qu'il reste un amendement insoumis qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Alors c'est un petit amendement, mais il est de taille, puisque c'est l'article 1er bis ou 1er bis A, si mes souvenirs sont bons. Donc en plus, c'est au début du texte. Nous avons maintenu un rapport d'information du Parlement sur les logiciels de la police nationale. Vaste scandale qui malheureusement ne fait pas la une de l'actualité, mais si on veut que les policiers puissent avoir des outils efficaces de lutte contre le narcotrafic, il faudrait peut-être commencer par leur donner un logiciel de rédaction des procédures pénales efficaces. Je rappelle que ça fait 8 ans que la société Capgemini travaille dessus, qu'on a donné 15 à 20 millions d'euros à cette société et qu'il n'y a toujours pas de logiciel de rédaction des procédures pénales de la police nationale. Les policiers s'arrachent les cheveux avec ce logiciel qui ne fonctionne pas. Donc
je me permets de signaler à M. Retailleau que l'une des urgences, à mon avis, c'est de donner un logiciel fonctionnel à la police. La gendarmerie en a un, ils l'ont fabriqué en plus en interne sous logiciel libre. Il est gratuit, il pourrait être mis à disposition de la police. Ça fonctionne pour la gendarmerie. A priori, ça peut fonctionner aussi pour la police nationale. Bon, dans 6 mois, si le gouvernement respecte sa parole, il y aura donc un rapport d'information sur le sujet et je le lirai en détail, puisque pour l'instant, nous n'avons aucune information. Vous pouvez expliquer en quoi le dossier coffre a été globalement vidé cette Initialement, tel que le dossier coffre était présenté, c'était il faut protéger les techniques spéciales d'enquête des policiers de la connaissance que les narcotrafiquants pourraient en avoir. Parce que, comprenez-vous, comme eux, ils utilisent des moyens technologiques hyper forts et que nous, on n'a toujours pas de logiciel de la police nationale, mais du coup, il faut que nous, on soit au même niveau et qu'ils ne puissent pas avoir accès à ces techniques. À la fin, ce qui reste dans le dossier coffre, il y a 2 choses. Il y a 1, l'heure, la date, le lieu, l'installation des techniques d'enquête. Okay, et 2, la personne qui a installé la technique d'enquête. Sachant que sur la partie anonymisation de la personne qui pourrait éventuellement être mise en danger, nous, on était ouvert à la réflexion sur ce sujet-là, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de mettre en danger des policiers qui feraient leur travail en essayant d'arrêter des narcotrafiquants ou d'obtenir des informations sur les narcotrafiquants. Mais enfin, il y a un problème qui est posé quand même. C'est que si on n'a pas accès à l'installation de la technique d'enquête et à savoir si ça a bien respecté le cadre du droit, comment vous pouvez vous défendre face à quelque chose dont vous ne savez pas si oui ou non il respecte le cadre du droit? Il y a un problème qui est posé. Donc là, globalement, ça a été vidé. Il ne reste plus que date, heure, lieu, jour d'installation, ce qui est aussi une manière de potentiellement pouvoir détourner les usages légaux de ces techniques d'enquête. Mais par rapport à ce qui nous était vendu au début, je pense que tout le monde s'est à peu près aperçu que c'était pas possible de mettre ça en place en restant un état de droit. C'est à partir du moment où on met ça en place, on sort du cadre de l'état de droit, mais comme M. Retailleau nous avait dit qu'il n'était pas intangible, ma foi, on y est. Voilà, il n'est pas intangible, on y touche. J'ai oublié de vous dire que sur l'article 8 ter, il n'y a pas eu de réintroduction ou de tentative de réintroduction, c'est-à-dire les backdoors, là, les portes dérobées dans les messageries, il n'y a pas eu de tentative de réintroduction à la hussarde. Tout le monde s'est rendu compte que c'était pareil, un truc totalement contre-productif. Je le résume très simplement. 1, ça pose des enjeux en termes de sécurité des conversations. 2, puisque ça pose un terme de sécurité sur les conversations, il y a un petit risque d'ingérence à l'heure où les puissances étrangères essayent de nous surveiller, puis à l'heure où en plus M. Trump essaie de se lancer dans des guerres commerciales avec la terre entière. Donc il y a des enjeux qui sont posés. Et puis surtout 3, c'est totalement inefficace. Les narcotrafiquants essayent d'avoir des mécanismes de discussion qui sont des mécanismes cryptés et sûrs, comme on a pu le voir dans les dossiers EncroChat et SkyUCC. Et d'ailleurs, merci à la gendarmerie et à la police nationale d'avoir réussi à décrypter ces logiciels. Mais précisément, s'ils utilisent des logiciels ultra sécurisés et qu'on leur dit « attention, maintenant dans les conversations, il va y avoir des backdoors pour qu'on puisse vous surveiller », je veux dire, c'est l'évidence même qu'ils vont se mettre à utiliser d'autres moyens de communication, étant donné qu'ils le font déjà. Donc c'est pas comme ça qu'on lutte efficacement contre le narcotrafic. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est mettre des moyens technologiques et des moyens humains dans la police et dans la gendarmerie d'enquête pour être en capacité déjà de trouver et de décrypter les logiciels ultra sécurisés qu'ils utilisent. Bon, ça semble évidence même. On avait fait tomber cet article en commission des lois de l'Assemblée nationale en le défendant de cette manière-là. Même les collègues de droite s'étaient dit « oula, oui, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi ce truc ». C'est une bonne chose que ça a été supprimé. On a maintenant un comité Théodule qui est censé essayer de le réintroduire avec des discussions entre les sénateurs et les députés. Je pense que ce comité va se réunir une fois et puis qu'ensuite tout le monde se dira que ça ne sert à rien. Et on en aura fini avec cette idée de backdoors et M. Retailleau pourra aller se rhabiller puisque ça ne sert à rien et que c'est inefficace. Vous pensez que le Conseil constitutionnel pourrait retoquer ça? Alors oui, le Conseil constitutionnel, j'espère bien même qu'il va retoquer un certain nombre de choses. D'ailleurs, nous allons poser un certain nombre de questions au Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité de ce dispositif. On va d'ailleurs faire une partie en lien avec l'ensemble des députés du nouveau Front populaire parce que, ma foi, on a beaucoup de points d'accord sur ce texte. Il y avait sans doute plus de critiques côté Parti socialiste notamment et groupe des Verts à l'Assemblée nationale qu'il y a pu y en avoir au Sénat où il y avait une forme d'unanimité sur le sujet. Mais oui, on va déposer un recours au Conseil constitutionnel. On va essayer de le faire sur tous les articles qu'on considère comme extrêmement problématiques. Et ma foi, nous verrons ce que le nouveau président du Conseil constitutionnel est capable de dire sur un texte aussi problématique sur le plan des libertés.